Bonjour, nous allons vous expliquer dans une série de slideshare, de vulgarisation, la thématique de la disruption digitale qui constitue le prisme de veille de l'association InnoCherche. Dans ce premier épisode de 6 minutes, nous allons expliquer pourquoi cette disruption digitale n'a commencé qu'il y a à peine 10 ans et que nous avons une chance extraordinaire de pouvoir la vivre aujourd'hui et d'être acteurs dans la troisième transformation de l'humanité, comme l'explique Michel Serres dans son livre Petite Poussette. Il raconte l'histoire d'un retour en France alors qu'il était professeur à Stanford en histoire et grammaire, où il voit sa petite fille de 7 ans faire du texto à la vitesse de la lumière et surtout qui lui dit « Tu ne m'impressionnes pas du tout, grand-père. D'ailleurs, Wikipédia ne dit pas la même chose que toi. Et puis moi aussi, je connais Obama à 4 degrés et le pape à 5 degrés. » Donc, Michel Serres commence à comprendre par cette nouvelle relation au savoir qu'on est en quelque sorte arrivé à la troisième transformation de l'humanité. La première transformation a eu lieu au début de notre ère, il y a 2000 ans, avec la généralisation de l'écriture pour transmettre le savoir, les instructions. C'est aussi le début de la comptabilité. Rappelons que, économiquement parlant, former un apôtre ou un ambassadeur, cela coûtait cher, et le voir se faire trancher la gorge par l'ennemi, c'était une perte sèche. Avec l'écriture, maintenant je peux donner à un vulgaire chevalier un morceau de papier qu'il va transmettre à l'ennemi, et en cas de perte, cela coûte beaucoup moins cher qu'un ambassadeur ou un apôtre. Ensuite, il faut attendre 1454 pour voir la deuxième transformation, grâce à Gutenberg, qui, avec l'impression, divise le coût par 200, le coût de reproduction du savoir. Rappelons qu'un moine copiste à l'époque mettait 200 annéums pour recopier une Bible. Avec Gutenberg, cela prendra dorénavant une année. Cela produit une généralisation et une diffusion rapide du savoir, avec pour conséquence d'abord, bien sûr, le schisme de l'Église catholique, puisque monsieur le curé n'a plus le monopole du savoir, puis 2 siècles de Renaissance, puis 2 siècles de développement économique, toujours sur le même paradigme, plus vite, plus fort, moteur à vapeur, moteur à explosion, moteur électrique partout. Et ceci jusque y compris le début des années 2000, avec le PC, on ne fait que répliquer un vieux travail de calcul en le faisant plus vite sur Excel, mais pas différemment. Et voilà, donc il faut attendre le début 2007, le lancement du iPhone par Steve Jobs. Regardez cette vidéo mythique sur YouTube où il pitch son nouveau produit et il adorait se moquer de la concurrence et il disait, vous vous rappelez là, they used to put the keyboard in the hardware. Donc il se moquait de BlackBerry, de Palm, qui mettait un clavier dans le hardware. I put the keyboard in the software. Et parce que vous croyez que vous avez encore besoin d'un keyboard, mais vous verrez très vite, vous n'aurez plus besoin de keyboard avec Siri et tous les outils de reconnaissance vocale. Donc il s'agit bien, nous l'avons compris maintenant, d'une orthèse intellectuelle, une prolongation de notre corps, une prolongation de mon cerveau. Alors au début, je m'en sers pour avoir davantage de mémoire, pour me rappeler mes rendez-vous, mes numéros de téléphone. Et maintenant, cela devient progressivement un conseiller personnel qui me dit de tourner à droite, tourner à gauche, de faire ci, pas faire ça, etc. Encore, nous n'en utilisons que quelques pourcentages. Nos enfants 2 fois plus et 3 fois plus. Et bien sûr, tout ça surfe sur la loi de Moore. Et chaque année, c'est plus puissant, plus performant. Donc jusqu'à ce que le terme apparaisse dans les médias fin 2014, il a été difficile d'expliquer aux directions générales que ce n'était pas une évolution. Parce que typiquement, le DG disait, ok, on a eu des mainframes pour faire du calcul, puis à partir de 1975, découverte géniale, on a pu faire une facture sur un mainframe, donc on a commencé 30 ans d'informatique de gestion, avec le PC, puis l'Internet, tous les ERP, etc. Et puis à partir de avril 2007, ok, on a de l'Internet mobile. Donc c'est une gentille évolution. Pas du tout, c'est une révolution avec les réseaux sociaux, l'orthèse intellectuelle. Et Michel Serres nous explique bien l'étymologie de maintenant,
et je tiens dans la main, donc j'ai dans le creux de la main cette orthèse intellectuelle, tous les usages changent et tout va être disrupté. Donc, on l'a bien compris, c'est une accélération de l'innovation à laquelle nous assistons depuis maintenant presque 10 ans, qui est liée à deux macro-phénomènes. D'un côté, tous ces nouveaux usages qui pointent le nez avec cette orthèse intellectuelle au creux de la main, et d'un autre côté, la collaboration de masse qui est ainsi facilitée. Alors, pour expliquer la disruption digitale, on peut prendre ce schéma avec trois courbes. D'abord, la courbe exponentielle des technologies. Et nous verrons que beaucoup de technologies, en effet, surfent sur la loi de Moore en doublant chaque année de capacité pour 2 fois moins cher. Ensuite, il y a la courbe verte, c'est la courbe de nos usages personnels qui évolue linéairement, alors tous les 10 ans, tous les 30 ans, génération X, Y, puis millénium. Et enfin, en rouge, c'est celle des usages dans les organisations, où on suit tant bien que mal les usages à l'extérieur, mais avec des années de retard. Rappelez-vous tout le débat autour de Bring Your Own Device, le fait d'autoriser ou non les salariés à apporter leur smartphone sur le lieu de travail. Eh bien, en clair, le domaine de la disruption digitale, c'est tout cet espace créé entre ces deux courbes, c'est le domaine des possibles où les startups vont attaquer. Alors concrètement, la disruption digitale, cela se passe comment? Le plus souvent, les startups proposent de la techno pour la techno sans se poser la question de l'usage. Donc à 90%, ça finira par une faillite, n'ayant pas trouvé le marché. Mais dans 10% des cas, ils auront réussi soit à créer l'usage, soit à venir combler un manque, et la start-up aura un grand succès, devenant, le cas échéant, une licorne à 1 milliard de dollars qui va capturer le monde entier dans une promotion à partir de la Silicon Valley. Donc les grands groupes, quand elles voient les 90% d'échecs, elles se disent « je vous l'avais bien dit, ça me rassure bien, j'étais confiant que tout ça ne pouvait pas marcher ». Mais malheureusement pour eux, dans 5 ou 10% des cas, ils voient arriver des nouveaux concurrents qui viennent complètement de la bordure, qu'ils n'avaient pas vu arriver et qui vont détruire leur marché. Donc c'est bien ce phénomène de la disruption digitale. Donc nous allons continuer dans les différents épisodes à vous expliquer les 8 paradigm shifts, les inversions en termes de posture managériale et de compréhension du monde. Et rendez-vous à très bientôt.